aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même... je vais dire d'un sujet qui n'est pas vraiment du management. On va faire un épisode un peu biographique parce que Pierre, ici présent, est probablement la seule personne au monde à avoir lu 3 fois la biographie de Talleyrand, écrite par Emmanuel de Varesquiel en 2004, publiée chez Perrin, et qui est fait autour de 1000 pages dans une police assez petite. Et en discutant avec Pierre, avec qui on a déjà fait un épisode beaucoup plus orienté sur le business, je me suis dit, Talleyrand, c'est probablement une personne que plus grand monde ne connaît, mais qui a bercé nos périodes de prépa pour les étudiants en histoire. Et puis, donc, on étudiait encore à l'époque à Sciences Po quand on y était, parce que c'est un personnage assez éblouissant. Et puis, on va essayer de voir à travers sa biographie et quelques principes clés qui ont guidé sa vie, en quoi il a été ou pas un bon manager. Ce qui est un peu bizarre de mélanger les deux. Mais d'abord, évidemment, Talleyrand, si on doit faire une biographie express de Talleyrand, sachant qu'il a fait beaucoup, beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on dit de Talleyrand, d'où il vient et où est-il allé, Pierre ? Eh bien, merci pour l'invitation, Guillaume. Talleyrand, très rapidement, il est né en 1754 d'une famille issue de l'aristocratie française. Il rentre dans une carrière ecclésiastique assez rapidement parce qu'il avait un pied beau. Donc une infirmité qui le faisait boiter, et il va monter petit à petit les échelons du clergé jusqu'à devenir évêque d'Autun en 1788. Alors on peut dire que oui, la famille, il s'appelait Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, et son oncle n'était autre que l'archevêque de Reims. C'est ça. Ce qui aide un peu pour embrasser la carrière ecclésiastique. Tout à fait, c'est même un peu grâce à lui qu'il a pu avoir cet évêché, malgré ses mœurs qui faisaient déjà scandale à l'époque, que ce soit sur des malversations financières ou sur des relations en dehors de son ordre. Et ensuite, là où le personnage en fait est devenu très vite intéressant, c'est que il s'est fait élire aux États généraux. Il est et donc derrière à l'Assemblée constituante. Dans les années 1790, pendant la Révolution. Et en fait, pendant la Révolution, c'est lui qui a porté plusieurs projets qui ont été remarqués à l'époque, à la fois sur l'instruction publique et aussi sur la vente des biens du clergé à l'État. Alors que lui-même était en charge de ses biens, fondamentalement. Était en charge de ses biens moins de 10 ans plus tôt au sein de l'Agence générale du clergé. Donc, il a assez vite en fait embrassé la cause de la Révolution jusqu'en 1792, avant la Terreur, donc où il est parti en Angleterre, et après aux États-Unis pendant un voyage de 4 ans où il est allé à New York, à Philadelphie et dans des terres qui étaient encore assez inexplorées. Et là, il a en gros une carrière d'ecclésiastique avec des grosses responsabilités, parce que j'imagine que s'occuper du patrimoine de l'Église, c'était important, être évêque d'Autun et avoir donc cette carrière à presque 50 ans, c'est déjà quelqu'un. C'est déjà quelqu'un qui est connu, surtout déjà dans le tout Paris, comme l'abbé de Périgord, et qui a déjà cultivé tout un réseau, des relations, et c'est ce moment-là où ça s'arrête d'un coup avec la Terreur. Donc il part pendant ces 4 années, et il revient ensuite sous le directoire grâce aux amitiés qu'il avait cultivées avant, notamment, je crois, à Madame de Staël. Et donc, il revient à Paris, et là, toujours grâce à Madame de Staël, il est nommé ministre des Relations extérieures du directoire. Donc, c'est le moment où il rentre vraiment en politique, en responsabilité politique, c'est sous le directoire, aux affaires extérieures, ministre des Affaires étrangères, au fond, comme on dirait aujourd'hui. C'est ça. Donc, il devient ministre des Relations extérieures, et dans le cadre de ses fonctions, il fait la rencontre de Bonaparte pendant la campagne, pendant que Bonaparte faisait la campagne d'Italie. Et dès que Bonaparte revient à Paris, ils se rencontrent et ils tissent des liens. Ce qui amène un peu plus tard au renversement du directoire, et donc coup la prise de pouvoir de Napoléon. De Napoléon, donc avec le consulat, où Talleyrand continue d'être ministre des Relations extérieures
du régime suivant. Voilà, il a réussi à sécuriser sa place en séduisant Napoléon, quoi. Voilà. Avec, donc, oui, parce qu'au début, Napoléon, avant d'être empereur, il est consul général. Il est premier consul. Premier consul, voilà. Voilà, avec 2 autres consuls. Et après, donc il travaille aussi à la proclamation de l'Empire. Et à ce moment-là, donc, il conserve son poste jusqu'à ce qu'il rentre en disgrâce un peu plus tard, aux alentours des années 1807-1809, je dirais de mémoire. Et, donc au moment où Napoléon est quasiment pas au top, mais tout en haut de ses... Oui, juste avant. Ouais. Et donc là commence la disgrâce. Donc on va dire disgrâce parce que y a un fait particulier ou c'est juste que il prend trop de place pour Napoléon ou que Napoléon se tourne vers d'autres personnes au fur et à mesure que l'empire évolue ou comment est-ce que ça se caractérise? C'est en fait je dirais que c'est plusieurs choses. C'est à la fois la peur du complot permanent contre Napoléon. Et il faut dire que Talleyrand n'était pas non plus complètement étranger. Pas non plus, ça vient pas de nulle part. Voilà, ça ne sortait pas de nulle part. Et je crois qu'il y avait eu une rumeur à un moment comme quoi l'empereur était mort en campagne. Et tout de suite, il s'était organisé avec Fouché pour préparer une succession. Et quand l'empereur était revenu, c'est là qu'il y avait eu une scène qui a été racontée par Chateaubriand, où Napoléon finit carrément par dire à Talleyrand « Monsieur, vous êtes de la merde dans des bas de soie ». Ouais, citation très connue. Ah oui, parce que donc forcément, cumulant un peu des petites trahisons, qui va être un gros sujet, il y a une première disgrâce, 1808-1809, qui dure pendant tout le reste de l'Empire ou il arrive à revenir? Pendant tout le reste de l'Empire, dans le sens où il est plus aux affaires, mais il a des fonctions de dignitaire de l'Empire. Donc il est vice-grand électeur de l'Empire. Et selon le mot de Fouché, c'était le seul vice qui lui manquait. Voilà. D'accord. Et alors ça, voilà, ça plante un peu le personnage. Ça, et l'Empire s'achève en 1815 avec les... 1814. Il y a les 100 jours, je compte les 100 jours. Et en fait, c'est la période avant les 100 jours qui est intéressante, dans le sens où lorsqu'il y a la prise de Paris par les Alliés, l'empereur Alexandre donc, de Russie va s'installer chez Talleyrand, qui était resté à Paris et qui s'était arrangé justement pour ne pas suivre le conseil de régence dont il faisait partie avec l'impératrice. Donc, il s'était arrangé pour se faire bloquer en fait pour faire semblant d'être bloqué là quand le tsar sera là. Et donc c'est lui qui a accueilli le tsar à Paris et qui a pris la tête du gouvernement provisoire, qui est le gouvernement provisoire en 1814 qui a appelé librement Louis XVIII à revenir sur le trône. Donc il est à l'origine de la Restauration. Donc il est complètement, c'est son œuvre, la première Restauration. D'accord, oui, d'où le fait de bien préciser 1814 comme fin de l'Empire, en tout cas pour les prochaines belles œuvres de Talleyrand. Ok. Restauration qui dure jusqu'aux 100 jours. Hein, jusqu'aux 100 jours. Et après, il s'illustre à Vienne, où il est envoyé comme représentant de la France. Et ce qui est intéressant à cette période, c'est que la France est une puissance vaincue au Congrès de Vienne qui va définir le nouveau partage de l'Europe. Et Talleyrand réussit à s'allier avec toutes les puissances intermédiaires ou dominante, comme c'est Metternich qui est quand même le grand ordonnateur de ce congrès. Et en arrivant très faible, forcément, parce que c'est 100 jours, Waterloo, défaite et fin de l'Empire, il a sauvé la France à ce moment-là. En tout cas, il a permis à la France de rester dans ces frontières qu'à l'époque on appelait les frontières naturelles, qui étaient les Pyrénées et le Rhin, grosso modo. Ouais. Et donc, c'est quand même l'un des épisodes qu'on connaît le plus dans la vie de Talleyrand, même s'il y en a eu plein d'autres. Et après, deuxième restauration, retour de Louis XVIII. Et à Talleyrand, donc c'est quand même l'œuvre. Donc, Talleyrand, grâce à Talleyrand, Louis XVIII revient sur le trône. Et il n'en tire pas vraiment les fruits de son travail, dans le sens où une nouvelle disgrâce à partir de 1816, donc qui vient assez rapidement.
où là, il va s'éloigner des affaires pendant un moment, jusqu'à l'avènement de la monarchie de Juillet, où c'est par ses relations avec la sœur de Louis-Philippe qu'il a œuvré ensuite à la mise en place de la monarchie de Juillet. Donc juillet 1830, il est déjà assez âgé. Il est déjà assez âgé et il revient aux affaires en devenant ambassadeur à Londres de la France, où il va rester pendant 4 ans à peu près. Et qui était un poste excessivement important à l'époque, quand on connaît la rivalité de la France et de l'Angleterre. Donc c'est ça. Aussi quasiment un poste de ministre. Du reste, les ambassadeurs ont des titres de ministre, mais ça, donc à l'âge de 70 ans un peu plus. Plus de 70 ans, ambassadeur à Londres. Pendant 4 ans, avant de se retirer dans ses terres de Valençay, où il va mourir donc en 1838. Ouais, donc c'est vraiment à la fois toute une époque, parce qu'il traverse des périodes extrêmement importantes de l'histoire de France, la Révolution, l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, et quand même entre eux, en fait, pouvoir et disgrâce, ça a toujours fait un yo-yo dans toute sa vie. Et comment est-ce que cette personnalité a réussi à s'en sortir à travers toutes ces aventures, quoi? C'était quoi son moteur, et c'était quoi sa manière d'agir, la caractéristique de son action? Sur la manière de s'en sortir d'un régime à l'autre, je dirais que c'est quelqu'un, en fait, c'est ce que raconte Emmanuel de Varesquiel beaucoup dans son livre, c'est quelqu'un qui a cultivé son personnage toute sa vie, c'est-à-dire il a cherché à agir sur ce qu'on allait dire de lui. Oui, il y a une citation comme ça qui résume, qui dit « J'agis pour… » Non, c'est « Je veux que que des siècles, des années après ma mort, on continue de réfléchir et de discuter sur ce que j'ai pu faire ou penser. » Ouais. Donc ça, on peut dire que c'est son moteur, quoi. C'est un des moteurs, et c'est un des moteurs de son succès, dans le sens où il y a toujours une certaine prestance. Il était réputé pour être l'esprit le plus fin de Paris, pour avoir des manières, des convenances, de la conversation, en fait, qui étaient des habitudes de grands seigneurs d'Ancien Régime, ce qui était complètement anachronique après la Révolution. Ringard à l'époque. Ouais. Et en fait, il continuait là-dessus. Et il était respecté pour ça, alors que c'était ringard. Alors que c'était, passé de mode, comme l'exemple que tu disais sur le fait de se poudrer, quoi. Voilà, il a continué à se poudrer toute sa vie, ce qui ne se faisait plus du tout à partir de la Révolution. Mais lui pouvait se le permettre. Lui pouvait se le permettre, et c'est ça qui a… je pense qu'il expliquait aussi l'influence qu'il a pu avoir sur Napoléon, un jour, Napoléon lui disait « nous autres nobles », alors que Napoléon était corse. Oui. Donc il y avait vraiment une fascination, tu veux dire. Oui, une fascination permanente pour ce côté aristocratique d'Ancien Régime. Et donc il dit, voilà, son moteur, c'était un peu la postérité, et sa manière d'agir, c'était de trahir quand il le fallait, ou de savoir les bonnes allégeances, de savoir calculer. Comment est-ce que, justement, comme dans ces métiers de pouvoir, c'est des métiers de relations et donc de trahison assez souvent, comment est-ce qu'il trahissait, et est-ce qu'il gardait quand même des proches avec qui il restait fidèle et qui lui restaient fidèles? Alors, dans la manière dont il a cultivé son personnage, il y a une notion de paresse qui lui a collé à la peau assez longtemps, alors que le travail était fait, en fait, et que il avançait quand même. Il avançait parce qu'il avait tout un noyau dur de collaborateurs qui faisaient le travail à sa place. Et en fait, dans sa manière de faire, il arrivait, il avait une idée, il donnait l'idée, mais vraiment pas les grandes lignes, juste la grande ligne. Et il avait des collaborateurs qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui étaient toujours les mêmes, qui revenaient avec un projet. Ça pouvait être un projet de traité, un projet de courrier officiel, de courrier diplomatique. Et il leur lisait et il disait c'est ça, ou c'est pas encore ça. D'accord. Et ce sont vraiment des collaborateurs qui sont restés toute sa vie, avec un mélange des genres énorme, bien évidemment, dans le sens où
les collaborateurs touchaient eux aussi ce qu'Emmanuel de Varesquiel appelle les douceurs diplomatiques, qui étaient que pour que le gouvernement russe rentre en relation avec le gouvernement français, il y avait une commission qui s'arrêtait au ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, ils n'ont jamais vraiment oublié au passage, quoi. Voilà, mais il y a eu vraiment un noyau dur de collaborateurs et il y a eu un noyau dur aussi d'amis, donc beaucoup de femmes qui ont toute sa vie poussé en fait la carrière de l'ancien évêque d'Autun et à qui il est resté fidèle où il continuait en fait tout bêtement à faire des parties de whist qui était le jeu de cartes de l'époque en jouant au whist avec les mêmes personnes pendant 40 ans. Et donc, une personne évidemment de pouvoir, dont il savait qu'elle pourrait lui être utile et soutenir sa carrière. Et très intéressant, si on commence à se dire, alors, est-ce qu'il y a des pistes pour le management? Tu dis, il savait donner l'impression d'être un peu... d'être un peu paresseux et de se foutre des choses. C'est exactement pas comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas d'être assez, je pense, distant, qui va sans doute assez bien avec les manières aristocratiques, d'avoir une distance un peu hautaine vis-à-vis de l'action et vis-à-vis de ses décisions, mais à travers les collaborateurs très proches qui du coup devaient le connaître par cœur et savoir comment il fallait travailler, il a réussi quand même à avoir une force de travail commune qui est quand même nécessaire pour arriver à ces postes de pouvoir et pour y rester. Qui était énorme, en fait, cette force de travail. Et lui, ce qu'il montrait au reste du monde, c'était... en fait, il ne montrait pas grand-chose au reste du monde parce qu'il était connu pour son flegme, pour ne rien laisser transparaître des émotions qu'il pouvait avoir. On parlait tout à l'heure de la scène que Napoléon lui avait faite en lui disant qu'il était de la merde dans un bas de soie. On lui avait demandé en sortant comment ça s'était passé, et il avait répondu que l'empereur était d'humeur charmante ce matin-là. Voilà. Donc savoir manipuler la réalité à son profit en donnant une image de recul et de beaucoup d'ironie en fait. D'ironie et de maîtrise au fond. Parce que quand tu te fais insulter par l'empereur et que tu dis « bon, il allait bien », c'est une manière de dire « j'ai maîtrisé une situation quand bien même elle m'était défavorable ». Tout à fait. Donc énormément de recul sur les événements, sur la situation, pour donner cette impression d'être en maîtrise. Et il avait une vision, parce que si on se rapproche de paradigmes managériaux, il avait une vision de ce que devait être l'avenir, de comment devaient se passer les choses, ou est-ce qu'il improvisait beaucoup? En fait, je dirais, on ne sait pas vraiment, parce qu'il a construit la vision qu'il avait lorsqu'il a écrit ses mémoires. Oui. Donc, a posteriori. C'est toujours plus facile. C'est toujours beaucoup plus facile. En tout cas, dans ce qu'il dit dans ses mémoires, c'est qu'il a embrassé la cause de la Révolution assez vite parce que le système n'était pas... Enfin, lui, dans sa vision, le système n'allait de toute façon pas tenir, donc autant se mettre du côté des vainqueurs. Il a embrassé la cause de Napoléon parce que le directoire, pareil, s'est soufflé. Il a épousé la cause de l'Empire jusqu'à ce que l'Empire parte dans la notion de conquête. Oui, bien sûr. C'est avant... c'est avant les grandes conquêtes. C'est avant les grandes conquêtes. Bien sûr. Et ce qui est dit dans ses mémoires, c'est qu'il a toujours été un artisan de la France dans ses frontières naturelles, donc une France forte pour l'équilibre européen. Et c'est ce qu'il a défendu ensuite au Congrès de Vienne. Donc on peut, même si effectivement la principale source c'est lui qui la donne, donc on peut douter de la véracité et de l'authenticité de tous ces dires, mais ça traduit quand même une vision assez ferme et une vision qui va avec l'action et qui, si on ramène le recul, le fait d'avoir une équipe qui te soit très fidèle, qui sache travailler pour toi, et puis une certaine vision, c'est là qu'on dit malgré les trahisons, c'était probablement... un bon manager, c'est très anachronique d'utiliser ce terme, mais c'est surtout, est-ce que ces biographies ne sont pas des bien meilleurs bouquins de business que la plupart de ceux qui sortent aujourd'hui? Je ne sais pas, je n'en lis pas. Voilà, écoute, je peux te le confirmer. Et oui, parce que si on retient de ce personnage de l'histoire de France qu'il a duré, c'est quand même très très difficile. Ce qui était encore plus difficile à cette époque-là, puisqu'aujourd'hui on apprend François Bayrou comme Premier ministre, parce qu'il y a eu des changements de régime permanent, c'est que quand même il avait une supériorité sur les autres. Enfin, c'est pas un gros mot que de dire qu'il était supérieur aux autres.
il avait une vraie vision et je pense qu'il a su se rendre irremplaçable, ou en tout cas donner l'impression qu'il était irremplaçable. C'est-à-dire qu'en 1814, pendant une des guerres de l'empereur en Pologne, donc il n'était plus aux affaires, et Napoléon disait encore « Si Talleyrand avait été là, mes affaires se seraient beaucoup mieux passées ». Ouais, donc malgré le fait que 1814, on est déjà 5 ans après sa disgrâce avec l'empereur. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de dire disgrâce, mais tu gardes quand même un poste honorifique de vice et vicieux, visiblement, important. Et ça, effectivement, il n'a jamais été réellement placardisé, malgré ses trahisons, ce qui était considéré comme des trahisons, mais malgré Ou en tout cas, il a continué de donner l'impression de ne pas avoir été placardisé, c'est-à-dire de continuer à venir aux cérémonie où sa dignité était requise pour toujours être là. Être là, en fait. Toujours être présent. Donc il y a aussi dans ses préceptes le fait d'être toujours présent. Donc il avait un personal branding. Non mais c'est un personal branding avant l'heure. Bah bien sûr. Donc c'est parce que effectivement le personal branding c'est décorrélé de ton action. Enfin c'est décorrélé de ton action. C'est nourri par ton action, mais il y a beaucoup de gens qui créent un personal branding alors que la réalité de leur action et de leur valeur est pas complètement évidente. Et donc, c'est peut-être le premier utilisateur du personal branding. On imagine Talleyrand sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. et pas vraiment, en fait, parce que ce personnage qu'il a cultivé était surtout connu des milieux d'influence. Les caricatures qu'il y avait dans le peuple étaient pas très à son avantage. Donc, c'est vraiment auprès d'une certaine... d'un certain pouvoir qu'il a cultivé cette image-là, et dans toutes les cours européennes. Donc, en Russie, publiquement, on se moquait de lui. Il y a eu plusieurs caricatures, que ce soit sur son pied-beau, que ce soit, enfin quand même, après il donnait un peu le bâton pour se faire battre, étant donné que c'est un ancien évêque qui s'est marié. Déjà, commence bien. Il y avait de quoi. Oui, voilà. Puis ces trahisons, elles étaient sans doute rendues publiques. C'était quand même un personnage public, mais c'est aussi un autre attribut du personal branding, c'est la dérision, peut-être l'autodérision, je ne sais pas s'il avait de l'humour, et la capacité à justement à ne pas être affecté par ses critiques. C'est ça. C'est un autre mot qui disait que si on lui donnait un coup de pied au cul, son visage n'en montrerait rien. Ouais, voilà. Bah, c'est... Non, mais c'est hyper intéressant. Je pense que, en dehors du fait de relire ces livres, je crois qu'il y a quand même un lien avec... on voit un lien sur la notion de leader. Alors, tous les termes un peu anglo-saxons que j'utilise sont à dessein anachronique parce que c'est tout simplement, en fait, un grand homme de l'histoire de France. Et un visionnaire. Ouais. Un visionnaire qui, je pense, à des moments, c'est... En fait, sans côté religieux dans le sens sacerdoce, c'est dit c'est possible de restaurer les Bourbons, et pourquoi ne pas le faire, et à évaluer froidement, rationnellement, tous les avantages pour la France et pour lui. Jamais s'oublier. Ne jamais s'oublier qu'il pouvait y avoir à un moment, à une situation donnée. Donc vraiment une capacité à enlever toutes les œillères que tu peux avoir. Alors, en conclusion, on dira qu'il a réussi son pari, il a atteint son objectif, puisque sa phrase qui dit qu'il veut qu'on parle encore de lui et de ce qu'il a pu penser ou faire des années ou des siècles après sa mort. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Guillaume.